Donc je vais maintenant passer au chapitre suivant, qui est celui des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc pour bien comprendre, il y en a grosso modo 3 sur Terre, 3 équivalents en tout cas. Il y en a 2 aux États-Unis, avec les détecteurs de LIGO. Alors, le premier est dans le nord-ouest du pays, dans l'État de Washington, à Hanford. Et le second est en Louisiane, à Livingstone, ici dans le sud-est du pays. Et le troisième est en Europe, avec le détecteur Virgo. Alors, a priori, ce sont 2 collaborations indépendantes, ici dominées par les Américains. Ici, Virgo est une collaboration franco-italienne. Mais en fait, dans les faits, nous travaillons en étroite collaboration, puisque en fait, depuis 2007, nous avons mis en place une collaboration entre les 3 détecteurs. C'est-à-dire que, véritablement, nous partageons toutes nos données en temps réel. Nous faisons l'analyse de ces données en commun et nous publions en commun. Voilà, alors je voudrais préciser aussi que donc, ce réseau à 3 détecteurs sera complété dans le futur proche par un détecteur qui est déjà construit en fait au Japon, mais ils sont en cours de le mettre en route, et qui devrait prendre des données scientifiques dès 2018. Et un second détecteur ici que vous ne voyez pas, qui sera prochainement installé en Inde. Donc cette fois-ci, on parle plus de 2020. On l'appelle LIGO India d'ailleurs. C'est des technologies américaines qui vont être exportées en Inde. Alors ça sert à quoi d'avoir plusieurs détecteurs? En fait, c'est primordial, pour plein de raisons. L'une d'entre elles, c'est que d'avoir 3 détecteurs, ça va nous permettre de trianguler la source. Rappelez-vous, les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière, si bien que lorsqu'elles arrivent sur les détecteurs, elles arrivent à des temps différents. Et en prenant en compte la différence de temps du même signal d'onde gravitationnelle entre les détecteurs, nous pouvons trianguler la source et reconstruire sa position dans le ciel. Alors pourquoi c'est important? Si nous sommes capables de détecter un signal d'onde gravitationnelle en temps réel et de reconstruire sa position dans le ciel en temps réel, alors nous pouvons informer des collègues, par exemple astronomes, pour qu'ils pointent leur télescope dans cette direction et voir ce qui se passe d'un point de vue électromagnétique. Parce que très souvent, les sources d'ondes gravitationnelles et les sources électromagnétiques sont les mêmes. Je parlais tout à l'heure, par exemple, d'un système binaire qui fusionne. Très souvent, c'est accompagné d'un fort rayonnement gamma qui peut être observé, par exemple, par des satellites gamma, etc. Donc, en fait, dans la collaboration LIGO-Virgo, nous avons aussi une collaboration extérieure avec plein de télescopes, plein de satellites, de façon à, dès que nous avons un événement, pouvoir confirmer cet événement par d'autres canaux. Et inversement, en fait, parce que si les télescopes détectent un événement, par exemple gamma, dans une direction donnée, nous-mêmes, nous allons regarder ce qui se passe dans cette direction. Alors, parlons maintenant du principe de détection. Je ne vous ai toujours pas dit comment on détectait ces ondes gravitationnelles. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je vous ai représenté ici un cercle de masse que l'on doit considérer libre, donc complètement découplé de l'environnement et de tout champ gravitationnel. Alors, imaginez maintenant qu'une onde gravitationnelle traverse ce plan perpendiculairement. En fait, ce cercle de masse libre va être déformé. Les distances vont être alternativement contractées dans une direction et dilatées dans l'autre. Alors, les masses ne bougent pas, ce sont les distances qui sont modifiées. Donc là, vous avez une période de l'onde pour les 2 polarisations dont je parlais tout à l'heure, H+ et H croix. Voilà une image dynamique de représentation du mouvement de ces masses. Et en fait, très simplement, l'amplitude de l'onde H, que je vais noter H, est directement proportionnelle à la variation relative de distance sur une période. Donc voilà, le principe est effectivement très simple. Il suffit en fait de mesurer cette variation relative de distance entre 2 masses libres. Alors dans les faits, c'est un peu plus compliqué, puisque souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, H est de l'ordre de 10 puissance moins 21. Alors, quelle technologie adopter pour mesurer un tel ordre de grandeur? Ah oui, si, pour vous donner une petite idée, 10 puissance moins 21, c'est la taille d'un atome relativement à la distance Terre-Soleil. Voilà, c'est ça qu'il faut mesurer avec un détecteur. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un interféromètre de Michelson. Alors j'ai demandé à vos enseignants tout à l'heure si vous l'aviez vu au programme, je ne crois pas encore, peut-être l'année prochaine. Mais je pense que le principe est relativement simple. Je vais vous montrer un petit film. Donc ça a une lumière laser qui est séparée ici au niveau d'une séparatrice dans 2 bras.
Et chaque bras est équipé en bout de bras par deux miroirs. Alors voilà, on va décomposer. Donc il y a l'onde lumineuse qui est séparée, qui est envoyée dans chacun des bras, qui est réfléchie par le miroir de bout de bras, qui revient sur la séparatrice de chaque côté, qui se recombine, et comme vous le savez, c'est une onde, elle va interférer. Alors en position nominale, dans le détecteur, elle interfère de manière destructive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière qui ressort. Donc ici, nous avons un détecteur de photons, une photodiode, qui détecte donc la lumière reçue à la sortie de l'interféromètre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ces miroirs, que l'on va supposer libres, enfin la distance entre les miroirs que l'on va supposer libres va être modifiée par le passage d'une onde gravitationnelle. Et donc cette figure d'interférence va être modifiée. Et donc selon la puissance lumineuse que l'on va récupérer ici en sortie, on va pouvoir dire si la distance a été modifiée. Bon, ça c'est le principe de base. Si vous utilisez votre interféromètre de Michelson de labo, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas en tout cas à trouver cette sensibilité de 10 puissance moins 21 dont je parlais. Il faut utiliser quelques astuces. Alors la première, c'est de travailler avec des interféromètres qui ont des bras kilométriques. Dans le cadre de Virgo, c'est 3 km. Pour LIGO, c'est 4 km. Ensuite, une autre astuce, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des cavités Fabry-Perot. Vous voyez ici, on va rajouter dans chacun des bras un miroir de façon à ce que la lumière fasse plein d'allers-retours. On va ainsi démultiplier en quelque sorte la longueur des bras. Après, il y a d'autres astuces. Par exemple, ici, on a un miroir de recyclage. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était réglé sur la frange noire d'interférence, ce qui veut dire que beaucoup de puissance lumineuse est réfléchie vers le laser. Et donc, on ne veut pas perdre cette puissance lumineuse, puisqu'elle est cruciale c'est elle qui détermine la sensibilité. Donc, on place ici un miroir pour réinjecter toute la puissance dans le détecteur. Un peu la même idée ici en sortie. Si on a un signal qui sort, on veut le remettre dans le détecteur de façon à l'amplifier et le détecter plus facilement. Bon, alors après, je vous ai dit aussi un point crucial, c'est que ces miroirs soient des masses libres. Vous comprenez bien, sur Terre, c'est difficile à faire. Et donc, il faut absolument isoler ces masses test du sol. Donc, on utilise des structures très complexes de suspension. Ici pour LIGO, ici pour Virgo, qui ont utilisé en fait un peu des approches différentes. Côté Virgo, c'est complètement passif. Hein, c'est une séquence de pendules inversées qui permet en fait d'atténuer le bruit sismique typiquement. Hein, entre le haut de la tour et le bas, il y a une atténuation de 10 puissance 14. Pour LIGO, c'est un peu différent. Il y a moins de suspension, mais elles sont contrôlées, donc elles sont actives. Donc, si vous voulez, vous compensez le mouvement sismique à travers ces suspensions-là. Une petite photo ici des miroirs. Donc vous voyez un peu, ce sont des gros miroirs aussi, hein, parce qu'on veut s'affranchir aussi de ce qu'on appelle la pression de radiation. Donc on veut travailler avec des gros miroirs pour pouvoir les immobiliser en quelque sorte. Ici, bon, là, il y avait deux formules. Simplement, ici, c'est un petit calcul tout simple d'optique vous permet de calculer la puissance de sortie d'un tel détecteur par rapport à la puissance injectée. Alors ça dépend du contraste qui est donné par le coefficient de réflexion des miroirs et la différence de phase entre les deux bras. Alors, cette différence de phase, donc, elle est soit due aux conditions d'opération du détecteur, mais aussi elle va être modifiée par le passage d'une onde gravitationnelle. Donc on peut montrer, dans la formule que vous ne voyez pas, qu'en fait la puissance de sortie est directement, en fait la variation de puissance de sortie est directement proportionnelle à la différence de phase due à l'onde gravitationnelle. Donc on peut mesurer la différence de phase due à l'onde gravitationnelle et donc remonter à l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Une autre chose à propos de ces détecteurs, alors c'est pas comme un télescope, il n'y a pas de pointé véritablement. En fait, on peut détecter une onde gravitationnelle sur toute la voûte céleste, avec une sensibilité différente. La sensibilité n'est pas uniforme sur tout le ciel. Alors vous voyez ici ce que... donc ici, l'onde gravitationnelle a ces deux composantes selon les deux polarisations. Et donc on doit repondérer ces deux composantes par ce qu'on appelle les facteurs d'antenne, qui est justement la sensibilité des détecteurs en fonction de la position dans le ciel, qu'on mesure excusez-moi, je n'ai pas le terme en français, l'ascension droite et la déclinaison, la polarisation de l'onde et le temps. Donc on voit ici pour la polarisation plus, croix et la moyenne des deux.
vous voyez qu'on a des angles morts sur les bisectrices. Hein, on comprend bien que sur les bisectrices, les détecteurs sont plus ou moins aveugles à l'onde gravitationnelle. Et au contraire, la sensibilité est maximale lorsque l'onde est perpendiculaire au plan du détecteur. Alors la sensibilité, en fait, on la mesure en fonction de la fréquence. Donc ici, c'est la mesure, en fait, la mesure du bruit associée à une mesure de H en fonction de la fréquence. Donc tous les détecteurs d'ondes gravitationnelles ont cette forme très caractéristique de cuvette. Alors en fait, il y a 3 bruits fondamentaux qui limitent cette sensibilité. Si je vais à très basse fréquence, en fait, on a ce qu'on appelle le mur sismique. C'est simplement l'activité sismique terrestre qui nous limite. On ne peut pas voir à basse fréquence. Aux fréquences intermédiaires, ce sont le bruit thermique. L'agitation microscopique, par exemple, sur les miroirs, fait que nous avons une limite fondamentale aux fréquences intermédiaires. À haute fréquence, on parle de... Alors ça, c'est une limitation purement quantique, ce qu'on appelle le bruit de photons. C'est simplement le taux de comptage des photons qui arrivent sur la photodiode en sortie. Il y a une incertitude quantique liée à cette mesure qui nous limite à haute fréquence. Je voudrais aussi que vous notiez la fréquence typique. Donc, les détecteurs d'ondes gravitationnelles sont sensibles entre, on va dire, une dizaine de hertz et quelques kilohertz. Donc, c'est un peu la fréquence de l'oreille humaine. Donc, si vous mettez un casque et que vous écoutez la sortie du détecteur, vous pouvez entendre les ondes gravitationnelles, en quelque sorte. On peut écouter H. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en salle de contrôle. Il y a des gens qui écoutent. Pas tellement les ondes gravitationnelles, mais les bruits dans le détecteur, et ça leur permet de les comprendre, en fait. D'écouter toutes les résonances, par exemple, qu'on voit ici. Alors là, c'était juste pour vous montrer un peu l'aventure que cela a été pour atteindre la sensibilité nominale de 10-21, 10-22 ici. Donc là, c'est pour Virgo, qui a commencé péniblement en 2003. Et vous voyez, ici, c'est une échelle log. Hein. Donc on a gagné en 8 ans plusieurs ordres de grandeur en sensibilité pour finalement arriver à la sensibilité de design du détecteur. Donc un gros travail de compréhension du détecteur pour atteindre cette sensibilité. Rapidement, un petit panorama des différentes prises de données. Donc, il faut compter sur LIGO et Virgo. Donc, en fait, ça a commencé assez longtemps. Hein. On peut dire vers 2005-2006, LIGO a commencé à prendre des données avec une sensibilité raisonnable. Virgo a rejoint le réseau en 2007. Je vous parlais que depuis 2007, en fait, nous travaillons de façon commune. Donc ça, c'est la période qu'on appelle initial. Après, on a amélioré les détecteurs en termes de sensibilité. Donc là, on a commencé à prendre des données un peu plus sérieuses, avec S6 pour LIGO. Ça, c'est du jargon, mais c'est comme ça qu'on appelle nos prises de données. VSR2, 3, 4 pour Virgo. Et aujourd'hui, on est là. Alors en fait, là, il y a eu plusieurs années de coupure. Parce que là, on est vraiment passé à la vitesse supérieure. On est passé ce qu'on appelle le Advanced Detector. Donc le but, c'est de gagner en fait un facteur 10 vis-à-vis des détecteurs de première génération. Donc, on n'est pas encore au facteur 10. Là, pour LIGO, donc, qui a commencé à reprendre des données l'année dernière, ils ont gagné un facteur 3 par rapport à 6. Donc Virgo, malheureusement, on s'est arrêté un an plus tard. Donc, on va reprendre un an plus tard, grosso modo. Donc l'année prochaine. Si tout se passe, enfin à la fin de cette année, si tout se passe bien. Donc on va rejoindre LIGO ici pour leur deuxième run, etc. Alors je vous disais tout à l'heure, nous allons être rejoints dans les prochaines années par des détecteurs au Japon et en Inde. Et là, je vous ai mis donc l'événement d'onde gravitationnelle qui a été détecté. Je vais en reparler. Mais juste avant ça, juste pour vous montrer justement le gain en sensibilité dont je vous parlais par rapport au run des années 2010. Ici, donc il y a à peu près un facteur 3, et le but c'est de gagner un facteur 10 d'ici 2018. Alors ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien comprendre, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'atténuation de ces ondes, gagner un facteur 10 en amplitude, c'est gagner un facteur 1000 en volume. Donc 1000 fois plus de sources. Donc pour l'instant les détections sont très rares, mais donc avec un facteur 1000, on va augmenter notre taux de détection et on va pouvoir travailler avec beaucoup de détections. C'est ça qu'il faut bien comprendre sur ce schéma.